qui montre la diversité des métiers qui étaient exercés par les femmes en Pays Bigoudin Sud sur cette période. Ce qui nous a d'abord frappé au départ de nos recherches est la diversité des métiers entre guillemets féminins qu'on pouvait retrouver dans notre territoire, directement liés avec son environnement côtier. Et chaque métier avait des particularités vestimentaires visibles, donc on va vous montrer quelques exemples. Nous avons d'abord par exemple les ouvrières et femmes dockers qui portaient des éléments de protection en rapport avec leur métier. Les ouvrières qui pouvaient porter des manchons ou des tabliers, soit comme ça, soit intégraux, ou les femmes dockers qui portaient des éléments en toile de jute pour se protéger les reins ou les épaules. Ensuite, nous avons les guémonnières, qui, alors là c'est en fonction plutôt de l'avancement dans le travail, donc lorsqu'elles étaient sur la grève, elles pouvaient porter des gilets de laine pour se protéger du froid. Lorsqu'elles allaient dans la mer, elles portaient plutôt des choses légères comme des chemises ou des vêtements cirés. Ça c'était plutôt selon les saisons. Et lorsqu'elles allaient brûler le goémon, elles portaient plutôt des tenues légères parce qu'il faisait très chaud. Ensuite, nous avons les lavandières, qui parfois n'est pas considéré comme un métier en soi, mais plutôt comme une tâche quotidienne. Là encore, le vêtement s'adapte à la pratique. On a donc des femmes qui ont des manches plus courtes, voire des manches courtes, des tabliers qui sont noués autour des jupes pour les ramasser. Voilà. Et enfin, nous avons aussi les serveuses. Alors là, particularité assez étonnante, c'est ces tabliers blancs qui sont très rares chez les bigoudins, mais qui étaient utilisés ici pour des raisons d'hygiène, car c'était un tissu qui était facilement lavable. Pour ce travail de reconstitution, on a donc mené une réflexion plutôt différente qu'à l'accoutumée, car lorsqu'on reconstitue des costumes de cérémonie, même plus anciens, on dispose souvent de pièces et d'iconographies précises. Or ici, même si c'est des reconstitutions plus récentes, on n'a pas forcément retrouvé énormément de pièces, voire presque pas du tout. On a donc dû faire un travail poussé sur l'iconographie, et donc on a croisé les sources, que ce soit des photos, des cartes postales ou des témoignages visuels, et on a remarqué qu'il y avait beaucoup de variants, comme vous pouvez le voir, et très peu d'invariants. Ça nous a permis donc de faire un vêtement, enfin chaque vêtement en fait est presque unique et adapté aux usages, aux pratiques et même au goût des femmes lorsqu'elles allaient travailler au quotidien. Donc comme je disais, on n'a donc pas recopié du tout des iconographies, mais bien recomposé selon les diverses choses qu'on a pu trouver. Un élément assez marquant est le sous-gilet, enfin, c'est comme ça qu'on a décidé de l'appeler. C'est une pièce qu'on retrouve dans beaucoup d'iconographies, qui pouvaient être à manches longues, à manches trois quarts ou même à manches courtes selon les usages, et que les femmes portaient directement sur le linge de corps ou sur la chemise, et elles les portaient sûrement d'ailleurs aussi lorsqu'elles sortaient le week-end en rajoutant leur gilet un peu plus chic par-dessus pour le dimanche. Donc on a également fait des recherches sur la coiffure et sur la base de la coiffe, car auparavant on utilisait la même méthode que sur des coiffes plus récentes avec un peigne rond. Et ce peigne rond s'est trouvé pas très adapté finalement aux coiffes de ces années-là, qui sont bien plus larges et peu profondes. On a donc élaboré une technique avec des petits boudins qui nous permettent de retrouver bien plus cette forme comme à l'époque. Et donc, comme vous pouvez le voir, même au travail, les femmes avaient une coiffure très soignée. C'est ce qu'on a retrouvé sur les iconographies. Les accroche-cœurs, donc les cheveux à l'avant, étaient toujours très soignés, même pour le quotidien. Donc toujours très chic, les bigoudaines, toujours l'esthétique qui compte. Ce qu'on peut remarquer également, c'est que sur la période 1915-1920, c'est la période où la coiffe a le plus évolué, et ce, malgré les privations de la guerre. Et donc, on pouvait retrouver des coiffes de tailles différentes, pour cette raison que je viens de vous citer, mais également parce que les femmes, vous imaginez bien, elles ne portaient pas forcément leur dernière coiffe neuve pour aller au travail. Enfin, on a essayé de rester cohérent avec les pratiques de l'époque et on a pratiqué pas mal le réemploi. Donc les équipes se sont affairées à aller dans les ressourceries pour trouver des matériaux de réemploi, mais on a aussi réutilisé des pièces qui étaient déjà présentes dans notre vestiaire, et ce pour faire un clin d'œil aux pratiques de l'époque, car à l'époque on ne jetait rien, on réutilisait, on découpait pour donner une seconde vie aux vêtements, surtout pour le quotidien. Donc voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura permis de mieux comprendre notre démarche, qui est avant tout de faire revivre la mémoire de ces femmes du quotidien, dans leur quotidien sur la période 1915-1920. Donc comme vous voyez, des vêtements qui restent modestes mais riches de sens et de savoir-faire.
Nous allons maintenant répondre à la question « Quels marqueurs identitaires restent-ils sur vos modes vestimentaires relatifs aux vêtements de travail ou du quotidien à une période donnée ?» Et on va utiliser comme support la série qu'on vient de vous présenter, donc les ensembles féminins quotidiens durant la période de Grande Guerre et d'après-guerre, et on va aussi parler des vêtements des hommes aussi. Donc si on commence par le vêtement des femmes, sur le vêtement, plusieurs éléments marquants d'identité bigoudaine restent présents même pour les vêtements du quotidien. On va commencer par la coiffure. À part quelques exceptions, les femmes portent toujours le bonnet sous coiffe, qu'on appelle aussi coiffe bléo. Parfois même, elles peuvent le porter tout seul, c'est-à-dire ne porter que ça, et souvent c'était les jeunes filles. Par-dessus, les femmes remontent leurs cheveux, qu'elles accrochent avec un ruban de velours et des épingles. À ce ruban de velours et à ces épingles, on ajoute le petit outillage dont Marie vous parlait tout à l'heure, pour former le boulouten. Boulouten qui sert ensuite de base pour poser la coiffe par-dessus. Au quotidien, les bigoudaines, elles pouvaient soit sortir en boulouten seule, soit avec la coiffe posée par-dessus en plus. Concernant la coiffe en elle-même, une des particularités dans le pays bigoudin, c'est qu'elle est toujours brodée. C'est-à-dire qu'elle est peut-être moins ajourée, parfois pleine, ou alors brodée sur un tissu couleur safran et cartonné, mais elle est toujours brodée. En général, ailleurs en Bretagne, les coiffes de travail ne le sont pas. Les coiffes pour le quotidien en pays bigoudin sont toujours soigneusement travaillées, elles ne sont jamais grossièrement brodées. Elles gardaient leur coiffe même pour des conditions de travail extrêmes, des conditions de travail très humides pour les femmes goémonières, ou alors pour des travaux de force pour les femmes paysannes ou les femmes dockers. Si on s'intéresse au reste du vêtement et surtout à sa coupe, on va d'abord parler du gilet, qu'on peut appeler corsage aussi, où on va à minima retrouver le double plastronnage, assez emblématique chez nous. On va aussi retrouver les emmanchures creusées sur l'arrière. Bon, elles sont quand même moins creusées que chez les glasiques, mais elles sont quand même présentes. On retrouve aussi parfois le fameux piqué soleil sur le devant, sur le plastron. Piqué soleil qui pouvait être réalisé sur du velours ou bien sur le tissu en lui-même. Si on parle maintenant des tabliers, ils sont tous dotés d'un empiècement en pointe sur le devant. Cet empiècement en pointe est caractéristique des tabliers bigoudins depuis la toute fin du 19e, et donc même au quotidien, cet empiècement en pointe, il est présent. À part, on a trouvé quelques tabliers dans le pays bigoudin nord qui pouvaient avoir parfois une coupe glasique et donc ne pas avoir cet empiècement en pointe. Si on parle maintenant des jupes, alors les jupes au quotidien sont façonnées de la même manière que pour les jupes de cérémonie, c'est-à-dire qu'elles ont un plat sur le devant, elles sont plissées sur le reste du tour et elles ont une ouverture sur le côté. Probablement que cette coupe elle est similaire à d'autres terroirs, toujours est-il que chez nous elle est constante au quotidien, sur les vêtements de tous les jours, et ben cette coupe elle est gardée. Assez souvent, les bas des jupes ils sont ornementés d'une bande qui était souvent en velours ou bien dans un autre tissu de matière foncée. Si on regarde d'un petit peu plus loin et qu'on s'intéresse aux silhouettes, finalement, la bigoudaine du quotidien elle a la même silhouette que le jour de son mariage, que pour une grande cérémonie. Sauf pour les femmes qui portent des éléments de protection, des grandes blouses ou bien des grands tabliers. À ce moment-là, la silhouette très marquée de la bigoudaine est un petit peu gommée. Mais si on regarde les iconographies de sortie d'usine, où on voit ces mêmes femmes mais sans les éléments de protection, en fait on retrouve la silhouette. C'est-à-dire que du coup, les femmes elles perdent la silhouette marquée des bigoudaines que le temps du travail à l'usine. Et dès qu'elles en sortent, elles retrouvent leur silhouette très marquée. Pour conclure un petit peu sur le vêtement des femmes au quotidien, on n'a pas vu d'iconographie nulle part, enfin en tout cas dans ce qu'on a pu trouver, où aucune femme n'avait aucun de ces éléments. Il y avait toujours au moins soit le tablier, soit le plastron, il y avait toujours au moins un de ces éléments qui était présent pour les femmes. Si on s'intéresse aux hommes, sur cette période, ils sont un petit peu aux abonnés absents pendant la Grande Guerre et l'après-guerre. S'ils étaient présents ou revenus de la guerre, ils avaient souvent quitté le vêtement traditionnel et adopté la mode de la ville. Ceux qui avaient gardé le vêtement traditionnel, on pouvait retrouver quelques éléments marqueurs de l'identité bigoudaine. Ils étaient moins nombreux que chez les femmes, mais ils étaient quand même présents. On peut notamment parler du chapeau bigoudin, qui est caractéristique avec ses 3 rubans de velours qui retombent en 6 guides à l'arrière.
Ce chapeau est très léger finalement et très ajusté. Il est donc tout à fait adapté pour aller travailler au champ avec. Et l'homme qui avait décidé de garder le vêtement traditionnel au quotidien, il portait un gilet sans manches, à double plastronnage et double boutonnage parallèle, qui pouvait porter par-dessus une chemise ou un pull. Et voilà, c'était les deux éléments globalement des hommes qu'ils gardaient au quotidien quand ils avaient décidé de garder le vêtement traditionnel. Merci pour votre attention. On a une petite question sur la répartition de vos costumes. On voulait savoir si c'était les danseuses qui avaient choisi quels costumes elles allaient porter, ou si c'est le groupe qui s'occupe des costumes, et quels étaient... comment vous avez choisi en fait? Les deux. Les deux, en fait, la commission costume a établi des silhouettes. Donc avec tous les documents qu'on a pu avoir, on a établi des silhouettes. Donc on s'est fait des petits croquis, on s'est dit on prend ce gilet-là, on prend cette jupe-là. Enfin, voilà. On s'est fait un petit cahier, un petit classeur avec la silhouette imagée. Et après on l'a proposé aux danseuses qui ont choisi plusieurs et après, on a réparti pour que tout le monde ait ce qu'il veut. D'accord. Du coup, dans chaque petit groupe, en fait, le travail le travail du départ, il a été fait par la commission costume, ouais. Et après c'est le choix qui a été... Donc les danseuses, elles n'ont pas participé au travail du départ.